et qui n'a pas un gros bateau avec des flotteurs ni des foils, qui n'est pas connecté, qui ne bat pas des records de vitesse, mais qui a quand même réussi à boucler un tour du monde par les 3 caps, hein, sans escale, sans assistance, sur son petit bateau à lui, avec la particularité de n'avoir pas de moteur à bord, pas d'énergie fossile. Et pourtant ce tour il l'a fait, il a ramené son bateau en parfait état et le bonhomme en bon état aussi, on dirait bien. Et il est là pour nous raconter cet exploit qui est un petit peu hors norme quand même, hein, qui nous impressionne et qui nous fait rêver. Donc on a le plaisir de le laisser nous présenter La Route du Hareng, qui est le petit film qu'il a monté après son périple. Donc on va regarder quelques minutes de ce film et puis après il parlera de la préparation plus particulière qu'il a amenée à son bateau pour être capable de faire ce périple sans encombre. Et on a décidé à Sail the World après avec Jean-Luc Gourmelin qui est administrateur et Jean-Yves Chauve qui est président de demander à Isabelle Autissier de lui remettre un prix. On a appelé le prix Grande Croisière STW qui veut montrer notre témoignage aussi d'admiration par rapport à un exploit technique et humain qui a été fait dans un souci aussi éco-responsable. Parce que faire ce petit tour du monde sans brûler le moins de litres de fuel, ça a le mérite d'être souligné. Merci, donc voilà, donc en fait, si je peux présenter un petit peu mon voyage, c'était un voyage que j'ai fait dans le cadre de la Longue Route 2018, qui était un événement organisé pour fêter les 50 ans du Golden Globe, auquel avaient participé Robin Knox Johnson et puis Bernard Moitessier, Loïc Fougeron et d'autres. Et j'avais l'intention de faire cette route depuis assez longtemps, mais quand l'événement La Longue Route 2018 a été créé, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et donc j'ai pris ma décision à peu près 2 ans avant de partir, de vraiment partir et de préparer, de passer beaucoup de temps à préparer mon bateau. Bon, j'ai l'habitude de naviguer tout seul au large en Atlantique Nord, donc j'ai l'habitude du mauvais temps. Et donc mon bateau était déjà préparé pour la haute mer et le mauvais temps, mais là j'ai vraiment voulu l'optimiser et comme je faisais ça tout seul, pratiquement tout seul, ça m'a pris 2 ans. Quand j'ai pris ma décision, je me suis dit il faut que je prépare mon voyage au moins 1 heure par jour, que je passe au moins 1 heure par jour à préparer mon voyage, sur tous les plans, médical, météo, alimentation, accastillage, route, enfin, etc. Donc c'était entre 1 heure et 20 heures par jour quand je pouvais. Et ce qui fait que j'ai réussi à être prêt à peu près 10 jours avant le départ, que je m'étais fixé le 28 juillet pour partir. Et j'ai pu me reposer une dizaine de jours avant de partir. Et j'avais misé 5 nœuds de moyenne sur le fond pour 28 000. Je m'étais entraîné déjà et je savais que je pouvais faire 5 nœuds sur l'eau de moyenne. Je m'étais entraîné sur 50 jours. Je savais que je pouvais faire 5 nœuds de moyenne sur l'eau. Et comme le parcours de la Longue Route, c'est beaucoup de portants, la route sur l'eau n'est pas beaucoup plus longue que la route sur le fond, même si à des moments où quand même on tire des bords. Et donc je pensais que c'était accessible de faire 5 nœuds sur le tour du monde sur le fond. Et je suis content parce que j'ai réussi à le faire, j'ai fait 5,06 nœuds. Bon, ça c'est pas rapide par rapport au trimaran moderne, mais pour un bateau de 32 pieds, j'en suis assez content. Et donc, par goût et aussi par nécessité, par goût, j'aime la voile, ce que j'appelle la voile pure, c'est-à-dire n'utiliser le moteur que pour sortir du port et ensuite le moteur je ne le fais pas tourner tant que je suis en mer. J'aime bien être au rythme des éléments et donc quand il y a du petit temps, on navigue dans le petit temps, quand il y a un calme, on profite du calme, et quand il y a du vent, on profite du vent. Et d'autre part, mon bateau étant assez léger, il fait 4 tonnes 3 à vide, je ne pouvais pas le charger trop. Et donc il fallait que je démonte le moteur pour gagner du poids en fait. Le moteur pesait à peu près 120 kg, plus 50 kg de gasoil, ça faisait 170 kg que je pouvais utiliser à stocker de la nourriture, du matériel. Et c'était... Quand le bateau est parti, il était dans ses lignes, mais très bas dans ses lignes, on va dire. Et donc j'ai bien fait de faire comme ça, et puis au fur et à mesure il s'est allégé.
j'ai toujours veillé à bien centrer les poids pour que le bateau marche bien. Et le bateau a très bien marché. Et donc comme j'avais très peu d'apport d'électricité, j'ai une petite éolienne que vous avez pu voir, une petite éolienne de charge qui a bien fonctionné, sauf qu'elle a un moment, dans un chavirage, elle a pris de l'eau à l'intérieur de son rotor, donc elle s'est grippée. Mais j'ai réussi à la dégripper. Puis j'avais un panneau solaire qui a lui aussi été hors service dans l'océan Indien suite au même chavirage et qui a plus jamais marché parce que je suis assez nul en électricité de toute façon, donc je n'ai pas su le refaire marcher. Et donc j'ai terminé la longue route quasiment sans électricité, quoi. Mais dans les hautes latitudes, je ne mettais même pas mon feu de mât, je ne mettais pas le merveille, je ne mettais rien. Et de toute façon, il n'y a personne, donc ça ne posait pas de problème. Et sinon, comme vous avez pu voir aussi, j'utilisais un régulateur d'allure pour gouverner le bateau quand je ne barre pas. Mon régulateur, c'était un Cap Horn, qui est un appareil qui est fabriqué au Canada par Yves Gélinas, qui avait fait déjà un tour du monde sur son propre bateau dans les années 80. Et ce régulateur, en tout cas moi j'en étais très content. Je sais que d'autres personnes de la longue route n'ont pas été très contents du régulateur qu'ils ont eu. Moi le mien, longue route incluse, il a fait 65 000 milles sans problème. Alors bien sûr, naviguer avec un régulateur c'est un peu compliqué, surtout au portant, parce qu'au portant le vent apparent est moins fort. Donc on peut avoir des départs à la battée, des empannages parfois si la vague pousse au bon moment, dans le mauvais sens. Donc il faut être assez vigilant, mais si on règle bien le bateau, si le bateau n'est pas surtoilé, surtout il faut que le bateau soit très bien équilibré sous voile et pas sous-toilé. À ce moment-là, ça fonctionne très bien et j'ai pas eu de problème particulier avec le régulateur. Là on voit l'éolienne qui tourne hein, et le régulateur. Tout à l'heure on te voyait pomper dans le cockpit, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors j'avais embarqué 90 litres d'eau, je ne pouvais pas en porter plus parce que je ne voulais pas surcharger le bateau. Et donc j'avais décidé j'ai acheté un désalinisateur manuel parce qu'à l'électricité ça consomme trop pour l'apport d'électricité que je pouvais avoir. Donc tous les jours, tous les matins sous les tropiques et tous les après-midi dans les hautes latitudes, je pompais entre 1 heure et 1 heure et demie pour avoir mes 4 litres d'eau au quotidien. Ce qui me permettait de regarder la mer et tout ça en même temps. Et donc c'est comme ça que je me suis approvisionné en eau. Donc j'ai même pas utilisé d'électricité pour faire de l'eau, j'ai utilisé mes petits bras. Et le dessal marche bien, sauf que le filtre s'est un petit peu encrassé au fil du temps, donc les périodes étaient assez longues quand même. Ça faisait 1 heure et demie pour 4 litres, ça commence à faire du temps. Là c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène. J'avais essayé d'en faire le tour, mais je me suis pris dedans quand même pendant 2 jours. Je m'étais trompé parce que pour préparer ma route, j'avais utilisé des pilotes chart parce que j'avais pas aucune info météo, hein, je recevais rien. Donc j'ai préparé toute ma route avec les pilotes chart. Et quand j'étais dans l'Atlantique Sud, là je me suis trompé de moi. Et donc l'anticyclone il n'était pas là où je pensais qu'il était, donc j'ai un peu trop frôlé l'anticyclone et donc ça m'a fait perdre 2-3 jours. Et puis là l'île qu'on vient de voir c'est Tristan da Cunha. Donc là on approche de Bonne-Espérance là. Et ça c'est une faute que j'ai faite. Je pense que sans vouloir me vanter, j'ai pas fait trop de fautes en termes de stratégie, mais il y en a une que j'ai faite, c'est que je suis passé trop près de Bonne-Espérance. Je suis passé par 38 sud, 38,5 de degrés de latitude et en fait j'ai rencontré, alors c'est pas exactement le courant des aiguilles, mais c'est une sorte d'extension du courant des aiguilles assez loin, dans le sud du cap de Bonne-Espérance, et un courant qui faisait 3 nœuds pendant 3 jours dans la gueule. Et donc là, j'en ai discuté avec un autre gars de la longue route qui s'appelle David Arlot, et lui il me disait oui, il faut passer aux environs de 40 degrés. Alors si on passe dans le 40e, Bonne-Espérance, on est au sud de la limite des icebergs, mais
mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est... Quand on marche à 5-6 nœuds et qu'on fait 30 000 dans les 24 heures, c'est pas réjouissant. Donc là, dans l'océan Indien, j'ai suivi la limite des icebergs pour éviter des rencontres avec des growlers. Puis après, ici, la limite des icebergs, elle descend assez sud, donc je suis descendu assez sud pour passer dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et là, je m'attendais à avoir beaucoup de vent portant assez fort, et j'ai eu 15 jours de tout petit temps. Ce qui m'a surpris, mais c'est comme ça. Et donc, comme j'allais moins vite que prévu, j'ai décidé de traverser tout le Pacifique, presque tout le Pacifique, au 50e sud, et non pas de remonter au 45e. Parce que la limite des icebergs, elle remonte jusqu'au 45e dans le Pacifique, et je voulais au départ la suivre, mais comme le petit temps m'a beaucoup retardé, j'ai coupé, quoi. Mais j'ai pas rencontré d'iceberg. J'avais un thermomètre qui m'indiquait la température de l'eau. Donc il y a des moments où j'ai eu de l'eau à 0 degré, 1 degré, donc je pense qu'il devait y avoir de la glace pas trop loin. Mais en moyenne, l'eau elle était à entre 4 et 6 degrés. Alors pour me positionner, j'ai utilisé le sextant le plus que je pouvais. Donc dans toute la descente de l'Atlantique, j'ai utilisé le sextant. Dans les hautes latitudes, j'ai moins utilisé parce que ça me prenait beaucoup de temps de faire la visée, ça prend beaucoup de temps. Par un temps comme ça, attraper l'horizon, encore là il n'y a pas de nuages, mais s'il y a une mer comme ça, plus des nuages, plus les mouvements du bateau, c'est vraiment du sport pour descendre le soleil. Et en plus, le sextant prend des embruns salés qui le bloquent. Donc par facilité, j'avais 2 GPS portables de secours et je les ai utilisés parfois pour faire le point. Mais sinon, j'ai fait de la navigation astronomique. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai été très en forme jusqu'à la moitié du Pacifique, bien que ce soit difficile physiquement, j'étais en forme. À partir de la moitié du Pacifique, j'étais quand même de plus en plus épuisé, quoi. Faut le dire. Et donc, le moment le plus dur, à la fois physiquement et mentalement, c'était entre le Cap Horn et les alizés de sud-est. Donc entre le Cap Horn et Trinidad à peu près. Parce que à cet endroit-là, on a au départ des vents forts contraires, très forts, des dépressions. En plus, c'est des dépressions très creuses et très localisées, donc ça fait énormément de manœuvres. Parce que je précise que je n'avais pas d'enrouleur non plus. Ça, c'était un choix, je ne voulais pas avoir d'enrouleur. D'abord parce que j'aime bien manœuvrer, et ensuite parce que les voiles sont plus belles, et ensuite parce que je ne voulais pas avoir un problème d'enrouleur. Parce qu'un problème d'enrouleur m'aurait obligé de m'arrêter, et je ne voulais pas m'arrêter. Je voulais faire un tour du monde sans escale. Pour moi, c'était... il aurait vraiment fallu beaucoup pour que je m'arrête. Et donc, j'ai fait sans enrouleur. Et donc, ça fait que quand on a vraiment... quand on passe en 24 heures de grand voile haute, génois léger, à tourmentin Catry, avec toutes les étapes intermédiaires, et qu'on renvoie jusque grand voile haute, génois léger, tout ça à l'intérieur de 24 heures, on est vraiment rincé au bout des 24 heures, et ça dure, quand ça dure 6, 7, 8, 9, 10 jours de suite, on est lessivé à la fin, quoi. En plus en tirant des bords. Et après, on a à peu près 10 jours de pétole contraire, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Et donc avec des moyennes sur le fond du genre 70 000 par 24 heures qui sont totalement désespérantes. Donc je suis arrivé dans les alizés de sud-est, j'étais assez à plat à la fois physiquement et moralement, et en plus je commençais à souffrir d'une sciatique qui ne m'a pas quitté, dont je souffre encore maintenant un petit peu. Et donc toute la remontée après à cause de la sciatique, c'était affreux parce que j'avais vraiment très mal. J'avais 3 boîtes de Doliprane que je conservais en cas que plus grave.
Donc, pourtant, la pharmacie, j'avais des caisses de pharmacie. J'avais 2 caisses comme ça de pharmacie, mais j'avais pas assez. Je crois que j'ai zappé les antidouleurs et tout ça, donc enfin, j'avais pas grand chose. J'avais du Codoliprane, mais j'en ai pris et ça a commencé à me tourner sur la tête et je me suis dit, Nine, fais pas ça, donc j'ai pas pris. Et puis après, dès le sud des Açores, bon après on a remonté l'Alizé du Sud-Est contre le vent, c'était assez costaud. Et puis après, j'ai attrapé des grosses dépressions dans l'Atlantique Nord, parce qu'on était à la fin de l'hiver encore. Et donc entre les Açores et la Manche, j'ai eu entre force 7 et force 9 tout le temps. Donc on a terminé full speed, mais c'était épuisant. Et en plus c'était épuisant parce que j'ai rencontré depuis l'équateur, entre l'équateur et les Açores, il y avait des sargasses partout. Et les sargasses, elles ne freinent pas le bateau, mais elles se mettent sur la pale du régulateur. Et la pale du régulateur a un système de débrayage pour pas qu'elle casse si jamais elle tape sur un bastin, un truc comme ça. Mais quand il y a beaucoup d'algues qui se mettent sur la pale, ça fait décrocher la pale. Donc la pale décrochée avec les algues, elle décrochait toutes les 5 minutes. Donc dans toute la remontée auprès dans l'équateur, je dormais dans le cockpit pour pouvoir tout de suite réenclencher la pale. Bon, c'était du près, donc le bateau il pouvait marcher quand même à peu près tout seul, mais c'était mieux avec la pale. Mais après, ces décrochages perpétuels ont fini par abîmer un peu la tête de la pale, la tête en inox, ce qui fait qu'elle décrochait tout le temps. Et dans les coups de vent au portant, le bateau il est parti à l'empannage plusieurs fois, etc. Et donc j'étais obligé, pour être toujours sur le qui-vive dans le gros temps, d'être tout le temps en ciré. Donc je rentrais dans le bateau en ciré, je dormais en ciré, donc tout était mouillé parce que le ciré il mouillait tout. Et donc ça a fini, c'était un petit peu la guerre, quoi. Alors que dans les hautes latitudes sud, j'ai réussi toujours à avoir ma couchette au moins, on va pas dire sèche, mais humide tendant vers le sec. Et c'est très important pour tenir le coup, c'est d'avoir vraiment un lieu très cosy dans le bateau, dans lequel on peut se réchauffer, parce que j'avais pas de chauffage, donc je me réchauffais dans mes duvets, et qui soit à peu près sec. C'est pour ça aussi que dès longtemps avant la longue route, j'avais dans la descente de mon bateau, dans la descente à bâbord, il y a la cuisine, à tribord, il y a la table à carte, et j'avais installé un petit placard à cirer pour pouvoir tout de suite enlever mon ciré dans la descente et pas mouiller tout le bateau avec mon ciré trempé, pour garder au maximum le bateau sec ou le moins humide possible, parce que ça, sur le long terme, c'est important pour se reposer. Et donc, alors j'avais aussi dans la préparation du bateau, j'avais mis une bulle, vous avez vu la bulle pour veiller. Bon, j'avais un système de barre intérieure, mais je ne m'en suis pas servi. Et si je repartais, je le reprendrai pas parce que j'ai essayé, mais on voit rien du tout, on sent pas le vent et on peut pas barrer correctement. Donc, mais par contre, la bulle, plus j'avais des fargues en plexiglas. Et la fargue supérieure est une petite fargue sur une charnière horizontale, ce qui fait que pour sortir de la cabine très rapidement, j'avais juste à ouvrir la petite fargue, enjamber la grande fargue et refermer le capot. Donc il n'y avait jamais une fargue qui se baladait. Je pouvais fermer très vite, ouvrir très vite, et toujours verrouiller soit de l'intérieur si j'étais à l'intérieur, soit de l'extérieur si j'étais à l'extérieur. Parce que dans un chavirage ou autre, si le bateau se remplit, ça pose un problème. Donc par rapport à ce problème-là aussi, j'avais fait 2 cloisons étanches dans le bateau. J'avais une cloison étanche devant le mât, avec une ouverture démontable pour pouvoir passer mes voiles par l'intérieur si je voulais, mais ma soute à voile c'était toute l'avant du bateau. Cloison étanche, cabine centrale et toute l'arrière du bateau avec le compartiment moteur et la couchette du navigateur. Ça j'avais aussi tout fermé. Donc le bateau était divisé en 3 compartiments pour au cas où il y avait un problème quelconque, il ne coule pas tout de suite.
Donc déjà, si le bateau coule pas tout de suite, c'est bien, parce qu'on a le temps de voir venir et à ce moment-là, on coule pas. J'avais pensé à ça parce que j'avais eu une de mes aventures dans sur un autre bateau. C'est un bateau très large avec double safran qui peut mesurer 8,50 m de long. Je ne donnerai pas le nom, et c'était un très très beau bateau. Mais ce bateau s'est retourné et j'étais à l'intérieur quand il s'est retourné et j'ai vu l'eau qui est rentrée. J'en ai bien l'image. Et j'ai vu qu'on prend 10 tonnes d'eau en 10 secondes. Et bon, le bateau en question était insubmersible, donc ça m'a permis de m'en sortir. Mais là, le Contessa 32, mon bateau c'est un Contessa 32 et il n'est pas insubmersible, c'est un vrai bateau, etc. Mais donc, par rapport à ça, je voulais absolument que le bateau soit divisé en compartiments étanches pour éviter ce genre de problème, si possible. Et donc alors l'air de rien, dire on met des cloisons étanches, ça se dit en une phrase, mais à faire c'est compliqué parce qu'il faut faire comme le bateau est déjà construit, il faut faire des gabarits en carton, tout découper, puis ajuster, puis etc. Donc ça m'a pris du temps de faire tout ça, mais en même temps c'était bien. Le moment de la préparation, c'était un super moment. C'était en même temps un moment de concentration pour complètement rentrer dans la navigation mentalement. Et quand je suis parti, j'étais très très heureux de partir. Et je me sentais prêt. Pendant très très longtemps, parce que ce voyage-là, moi j'en ai rêvé, j'avais 15 ans, hein, j'avais 59 ans, et j'ai fêté mes 60 ans dans le Pacifique. Donc j'en ai rêvé longtemps. Mais pendant longtemps, je me sentais pas capable de... J'en rêvais, mais je me sentais pas capable de... j'avais peur de pas assurer, de pas être capable de le faire. Et donc je voulais pas le faire comme ça. Mais là, on sait jamais si on est prêt. Et il y a un moment où on se dit, je ne saurai jamais si je suis prêt si je le tente pas. Mais bien sûr, il faut s'être vraiment préparé sérieusement. Donc c'était un peu dans cet état d'esprit que je suis parti et en fait, j'étais profondément heureux de préparer le bateau, profondément heureux de partir, profondément heureux de naviguer, profondément heureux d'avoir eu la chance de ne pas avoir eu de malchance. Évidemment, je suis content de ce que j'ai fait et c'est une réussite dans un sens et je la dois à ma préparation, mais je la dois aussi à de la chance parce que dans la mer il y a toujours des impondérables et tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc voilà, ça c'est du petit temps par 50 sud. Bon, heureusement le vent est revenu après. Mais, voilà. Et j'ai adoré. Il y a aussi quelque chose, c'est que en fait, j'avais profondément envie de me retrouver seul au large. J'ai toujours envie de me retrouver seul au large. Mais aller dans le Grand Sud, c'était vraiment aller dans l'endroit où je voulais être. Et je pense que c'est pour ça que j'y suis allé et que j'étais bien, c'est parce que j'avais vraiment envie de ça. Et je pense qu'il faut vraiment avoir envie de ça pour aller là-bas, parce que c'est difficile. Mais je pense qu'il y a quelque chose de mental aussi. Enfin, tout le monde, et ça c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ce qui est beau, c'est aussi ce qui est fort et prenant, c'est la beauté de l'océan. C'est pour ça que j'ai voulu faire le film. J'ai filmé quand je pouvais, mais je voulais faire un film pour partager avec beaucoup de gens la beauté de l'océan, parce que c'est totalement magnifique. C'est toujours magnifique en bateau, mais dans les hautes latitudes, tout est au carré ou au cube. Et la beauté aussi, elle est au carré ou au cube. Il y a une espèce d'intensité incroyable. Et il y a des couleurs, il y a des lumières, il y a une énergie. Et vraiment, on se sent complètement vivant. Alors, pour se sentir complètement vivant, il faut se sentir aussi complètement fragile aussi. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Et je suis très très content de mon bateau. Donc mon bateau, c'est un Contessa 32, il a 45 ans, enfin il avait 45 ans quand je suis parti, le bateau. Je l'entretiens beaucoup, je passe beaucoup de temps à l'entretenir. Mais c'est un très très bon bateau parce que c'est un bateau très très sain. C'est un bateau qui a 50% de rapport lest-déplacement.
qui a un angle de chavirage de 157 degrés, de 157 degrés. Donc un excellent angle de chavirage, donc c'est un bateau qui se redresse très facilement s'il est sur le toit. Et quand on fait la longue route, il faut envisager que le bateau aille sur le toit. Donc c'était le plus petit bateau de la longue route, mais c'était le meilleur bateau, ça j'en suis convaincu. Et je ne serais pas parti sur un autre bateau. Ça c'est le jour de l'été austral, ça. Un grain de grêle, à l'approche du Cap Horn. Je crois. Je sais pas si vous avez des questions. Si tu nous parlais de ta gastronomie à bord, parce que j'ai l'impression que tu as un peu travaillé le sujet. Je sais pas si c'est de l'humour ou quoi. Ça. Non, bah, la gastronomie, en fait, c'est pareil. Pour savoir si je pouvais faire la longue route avec mon bateau, il fallait que je sache combien allait peser ma nourriture pour savoir si je pouvais charger. Donc j'avais calculé que les Contessa 32, ils régalent dans le Solent à 6 personnes, 6 adultes anglais, buveurs de bière, donc en gros 80 kg, 6 x 8, 48, donc 480 kg, plus 120 kg de moteur que j'enlève, ça fait 600 kg, donc il fallait que j'ai une charge complète maxi de 600 kg. Donc après, j'ai divisé ça par 240 jours, parce que j'envisageais 240 jours pour 28 000 milles, et donc j'ai essayé de voir comment je pouvais manger pour 400 kg de bouffe en 240 jours. Donc ça suppose, alors ça fait, le résultat c'est beaucoup de pâtes, de riz, du lyophilisé pour les petits-déj le matin, dans les hautes latitudes pour avoir un truc costaud, du couscous, aucune sauce, des graines pour avoir un peu d'énergie, des vasas pour des petits encas. Mais donc en termes de nourriture, je tournais en gros à 2500 calories par jour, c'est très peu pour l'activité que je faisais. C'est pour ça qu'à un moment dans l'océan Indien, donc dans les hautes latitudes, c'est simple, j'avais tout le temps faim. J'avais tout le temps faim, donc je savais que par exemple j'avais tant de pots de confiture sur le bateau, le pot de confiture devait durer 10 jours, donc je mettais la date limite à atteindre. Parce que j'aurais bien bouffé tout le pot de confiture d'un coup, mais non, il fallait que ça dure 10 jours. C'est pareil, le paquet de Vasa, il fallait qu'il dure 5 jours, etc., etc. Et donc dans les hautes latitudes, là, j'avais quand même tout le temps faim et j'ai beaucoup maigri. Enfin, je suis parti, j'étais déjà pas gros parce que la fin de la préparation, c'était intense, donc j'étais en dessous de mon poids normal. Et je suis arrivé à l'arrivée, je pesais 67 kg, donc à peu près 5 kg de moins que mon poids normal. Et je pense que pendant la longue route, j'ai dû descendre en dessous de 65. C'est un moment, parce qu'à un moment, je me suis dessapé parce que je m'étais fait tremper par une vague. Je me suis vu à poil, et là, je me suis fait peur. Parce que j'avais plus que la peau sur les os. Donc si j'avais pu, j'aurais embarqué plus de nourriture. J'ai vu que VDH raconte un de ses menus d'un repas. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et en gros, ce qu'il bouffait sur un repas, moi je le bouffais sur une journée. En gros, c'est ça quoi. Bon, on n'est pas le même gabarit, mais c'est quand même un peu le truc. Lui, il prenait un pâté ENAF, c'était son hors d'œuvre. Moi, le pâté ENAF, c'était plein résistance. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis alors après, je sais pas, il y a un problème à partir de la deuxième moitié du Pacifique, le lyophilisé, je le digérais plus. Donc là, j'étais quand même faible parce que je mangeais, mais tout de suite, j'éliminais. Donc j'ai arrêté, enfin j'avais des trucs anti-diarrhéiques, donc je les ai pris, donc ça m'a permis d'atténuer le problème, disons, parce que sinon, vraiment, j'étais pas bien. J'avais pas beaucoup à manger, si je ne le gardais pas, c'était pas grand chose.
Mais bon, il me restait quand même 2-3 pots de confiture quand je suis arrivé, parce que j'ai réussi à faire le tour en 221 jours. Donc j'étais parti avec 245 jours de nourriture, donc il me restait un peu de bouffe. Mais c'est sûr que c'est important la nourriture. Alors par contre, j'avais pris 2 réchauds. J'avais un réchaud à alcool, parce que je préfère ça au gaz, je trouve que c'est mieux. Et j'avais pris... je connaissais mes consommations, tout ça, j'avais testé en mer en temps réel, donc je savais combien de temps durait une bouteille d'alcool d'un litre. Mais j'en avais pris en plus, parce que je sais que dans les hautes latitudes, comme il fait froid, on brûle beaucoup plus. Dans les tropiques, l'eau elle bout très très vite. Dans les hautes latitudes, elle met plus de temps. Donc j'avais de l'alcool, parce que comme j'avais pas de chauffage, je voulais quand même au moins manger chaud, quoi. Et j'avais pris un réchaud de secours pour être sûr de manger chaud tout le temps. Et j'ai bien fait, parce que mon réchaud principal, il s'est cassé, les soudures ont lâché avec les mouvements de roulé de tangage, il partait en morceaux, donc je l'ai changé en cours de route. J'ai terminé avec un petit réchaud. Et par contre, alors oui, question nourriture, j'avais quasiment aucun excitant. Un bol de ricoré le matin, c'est tout, et pas de café, pas d'alcool. D'abord parce que quand on fait du sport, je ne pense pas que l'alcool ce soit une bonne chose. Et aussi parce que il faut pouvoir, en solitaire surtout, se relaxer très très vite. Même si c'est très peu de temps, il faut pouvoir, boum, tout de suite, se reposer. Et pour ça, il ne faut pas avoir d'excitant. Et sans excitant, franchement, ça va. Et après, on a l'habitude aussi, on prend l'habitude et on n'a pas besoin de café. Oui. Donc pour le sommeil, je dormais ça dépend des endroits. Quand on sort de la Manche, quand on rentre en Manche, on dort pas plus que 10 minutes de rang, parce qu'il y a tellement de monde qu'on risque un abordage. Donc là, il faut un sommeil très très séquencé, mais régulier. On dort 10 minutes, on fait un tour de pont, si tout va bien, même si on n'est pas fatigué, moi en tout cas, je vais me recoucher pour pouvoir tenir le coup si à un moment il y a une galère qui va faire qu'il faut que je reste 1 heure, 2 heures, 3 heures sur le pont parce qu'il y a de la manœuvre, etc. Donc dans les endroits où on peut rencontrer des bateaux, il faut se reposer tout le temps, dès qu'on peut. Et quand on est plus au large, dans des zones plus désertes, là c'est plutôt le bateau qui dicte quand est-ce qu'on doit se lever. Évidemment, on ne va pas rester plus que 2 heures à dormir, mais ça dépend des circonstances, quoi. Il faut toujours être prêt quand même. Alors, comme j'avais pas d'infos météo, j'étais tout le temps aussi à l'affût. J'ai beaucoup regardé le ciel pour essayer de comprendre ce qui allait m'arriver. Et c'était assez passionnant aussi en même temps de faire ce travail. Et il y a encore des bus qui se gardent à l'extérieur en ce moment pour accéder au... Et une difficulté par rapport à ça, c'est les choix qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on voit le vent monter, mais on ne sait pas du tout jusqu'où ça va monter. Donc est-ce qu'on prend, si le bateau par exemple, il faut prendre, mettons 2 riz, on prend 2 riz, mais c'est toujours bien d'anticiper en général en bateau, surtout en solitaire. Donc si on sait que le vent va monter, on peut prendre tout de suite le 3e riz pour le prendre quand il n'y a pas trop de vent, c'est moins galère. Mais si on ne sait pas, là c'est un problème, parce que si on prend le 3e riz et puis finalement ça ne monte pas, c'est dommage. Et en plus il va falloir le larguer. Donc il faut toujours prendre des décisions dans l'incertitude, c'est ça. Il faut vraiment... mais en même temps c'est une sorte de jeu vachement passionnant. Mais j'ai beaucoup regardé le ciel, et alors je regardais aussi beaucoup mon baromètre, mais le baromètre il n'est pas hyper fiable, c'est-à-dire que le rapport entre le baromètre et la variation du vent est variable. C'est vrai que parfois le baromètre prévient, mais parfois il ne prévient pas du tout.
Et je me suis retrouvé, trois fois au centre d'une dépression australe. Donc on a un vent de 30 nœuds, et tout d'un coup le vent s'arrête. Le barreau reste super bas et il n'y a plus de vent. Et puis là on va voir les sargasses, et après on va voir la sargasse voilà, sur la pale. Et donc là, quand il y en a trop, elle décroche. Tac. Là, on va pas l'avoir décroché, mais voilà. Et ça, c'est les premiers coups de vent dans le sud des Açores déjà. Pour utiliser aussi bien sur le petit annexe ou dans l'annexe, mais aussi côté dans le coffre d'un bateau ou transporté sur un vélo. Je sais plus ce que oui, alors donc oui, là, au milieu d'une dépression, on a un barreau à 982, on n'a pas un PCF. On a 2 riz, la mer est chaotique, on se dit bon, je renvoie pas. Bon là, avec un barreau 982, j'ai pas renvoyé, j'attendais. Et après, on ne sait pas, mais au bout de 2-3 heures, le vent revient tout d'un coup. Et on est soulagé. Mais tant que le vent ne revient pas, on n'est pas à l'aise, parce que ça fait très bizarre. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il y a des moments même où on est un peu perdu parce qu'on perd un peu ses repères. Parce que c'est pas du tout pareil de savoir et de ne pas savoir. Et on passe sur la change style des navigations que vous avez effectuées avant. Ah ça changeait pas, sauf que sauf que ce qu'on pouvait anticiper comme force de coup de vent, c'était plus fort. Parce que les hautes latitudes, c'est quand même plus sévère en général. Donc c'est pour ça. Mais bon, là, quand je suis rentré dans l'Atlantique Nord, c'est pareil, c'était assez fort. Et ça m'a permis aussi de voir... ça m'a permis de... Parce que quand on approche du continent européen, on capte la BBC4, donc avec les 4 bulletins météo de la BBC, et donc là je savais, là j'allais avoir force 10, force 9, force 10, je dis ah bon c'est ça d'accord, force 9, c'est ok. Et sinon tu sais pas que tu as force 9, mais tu sais qu'il faut prendre le 3e riz. On a des mots marché. J'ai pas d'anémo. J'ai pas d'anémo. Et non parce que l'idée c'est réduire au maximum la consommation d'électricité et les poids dans les hauts. Donc un anémo, de toute façon... Oui, c'est vrai. Non, j'en avais un, oui, machin. Après, tu fais ta multiplication pour avoir la vitesse du vent en tête de mât, etc. Tu m'avais dit, je crois que en termes de manœuvre, parce que je rappelle au public que il n'a que des Fox endraillés devant, hein, il faut qu'il aille les changer, c'est pas en enrouleur tout ça. Tu en faisais une dizaine par jour, c'est ça à peu près? Alors, dans les hautes latitudes, ouais, je regardais sur mon journal de bord, très souvent j'avais au moins 10 manœuvres par jour. Alors, ce que j'appelle une manœuvre, c'est pas un réglage, hein. C'est soit une prise de riz, soit un changement de voile d'avant, soit un empannage. Donc ça faisait 10 manœuvres par 24 heures. Et chaque manœuvre prenait combien de temps? Une demi-heure? Non, un riz, ça prend, tout compris, ça prend 10 minutes max. Hein. Un empannage, c'est plus long parce que pour l'empannage, donc là pour l'empannage, j'avais rarement le SPI dans les hautes latitudes parce qu'avec la houle très puissante et un régulateur, on finit par faire des cocotiers. Donc je préférais pas. Et donc j'étais souvent sous phoque tangonné. Mais j'avais une double retenue sur le tangon. J'avais un petit palan. Quand tu envoies le tangon, un petit palan pour le maintenir, pour qu'il n'aille pas taper contre l'été, parce que je ne voulais pas abîmer mon été. Et après une retenue qui allait du bout du tangon tout à l'arrière du bateau, et que je réglais du cockpit. Et ça me permettait, pour empanner, donc tu as le génois qui est en bout de tangon, je fais passer le génois de l'autre côté, et ensuite, mais le tangon reste à sa place. Parce que si tu n'as pas la retenue, quand tu veux faire passer le génois, le tangon il suit le point d'écoute et il vient taper, et ça fout le bordel parce que le génois il fait ça, donc c'est pas bon du tout. Il faut faire passer le génois, ensuite on tombe le tangon, on le met de l'autre côté et on renvoie.
Et donc là, ça prend plus de temps. Un empannage comme ça, par mauvais temps, ça prend au moins 20 minutes. Il y a un changement de voile d'avant? Pareil, à peu près 20 minutes. Tout compris, c'est-à-dire, parce que le changement de voile avant, ça veut dire on amène la voile qui est à poste, on la range, on la plie, on la range, on sort l'autre, on endraille, etc. Donc ça prend, ranger la voile, ça prend du temps. La sortir, la ranger, ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie. C'est comme ça que je me suis fait mal au dos d'ailleurs. Ouais. Et du coup, t'as pas eu de problème t'as pas déchiré les voiles du tout, t'en as pas mis à l'eau, t'as pas eu de soucis de ce côté-là? Il y a un galon de génois qui s'est un peu déchiré, que j'ai recousu, et j'ai déchiré un spi. Un spi qui s'est pris, j'avais mis mon génois lourd pour empêcher le spi de tourner autour des T, donc mon génois lourd comme phoque belge un peu quoi. Et le galon du spi s'est pris dans un mousqueton du génois. Et après, le spi a repris le vent, et évidemment ça s'est ouvert sur toute la longueur. Et donc j'étais tellement furax et tellement écœuré que j'ai viré mon spi à l'eau. Ça c'est pas très bien, je reconnais. Voilà. Mais donc c'est le seul problème que j'ai eu de voile. Mais bon, je faisais très attention au ragage et tout ça. Hein. J'avais des voiles neufs quand je suis parti et le voilier m'avait pas fait des patchs. Et donc dès que j'ai vu les points d'usure, au point avec un plat, j'ai tout amené, j'ai mis des patchs, j'ai collé des patchs pour que la voile ne s'use pas. Et j'ai fait ça. Puis dès qu'il y avait, alors au portant, les voiles d'avant, j'avais une petite estrope pour que la bordure de la voile passe juste au-dessus du balcon et que donc elle ne s'use pas sur le balcon parce que en plusieurs milliers de milles, ça s'use beaucoup quoi. Et donc là, comme ça, les voiles étaient un peu plus hautes et en plus elles prenaient mieux le vent et elles ne s'usaient pas sur le balcon. Donc ça j'ai toujours ma petite estrope. Et j'ai beaucoup utilisé un spi asymétrique. Parce que contrairement à ce que j'aurais pensé, j'ai eu beaucoup de vent de secteur nord. Enfin, les dépressions dans l'océan austral, ça commence par du nord-nord-ouest, ça passe à l'ouest et ça passe ensuite au sud-ouest, sud-sud-ouest. Et en fait, j'ai souvent du vent de nord-nord-ouest avec ensuite une bascule au sud-sud-ouest. Donc une bascule énorme, quoi. Et en un quart d'heure, quoi. Et donc, beaucoup de vent de travers, enfin, pas beaucoup de plainte arrière, ce qui est mieux, c'est beaucoup mieux. Et donc, quand le vent de travers, je l'avais médium, j'utilisais le spi asymétrique parce que ça s'envoie facilement, il n'y a pas de problème. Donc le spi asymétrique, je suis content de l'avoir pris. Non, pas de chaussettes, non. C'est un bateau de 9,60 m en chaussettes, c'est pas ça. Oui, pour ceux qui sont arrivés après que le film ait commencé, donc Pierre-André Hublot a effectué un tour du monde en 223 jours, c'est ça? 221. Ah, 221, ça a été rectifié par le comité de course. Donc 221 jours de Ouistreham à Ouistreham sur son Contessa 32, sans moteur, en solitaire évidemment, sans escale, sans beaucoup de nourriture non plus, mais bon. Et quand il est arrivé, c'était le 7 mars, si je me souviens bien, à 10 h du matin. Il avait donné rendez-vous à ses amis et sa famille à la bouée d'atterrissage de Ouistreham devant là, et il y avait un joli temps à grain, il y avait je sais pas, il faisait 25 nœuds bien tassés, et il était arrivé dans ton magnifique ciré Goten Vintage 1957, et c'était assez surprenant de voir un peu décalqué forcément, parce que tu as quand même passé 221 jours donc dans un tout petit bateau, et remettre le pied à terre comme ça, c'est pas simple, mais en plus avec la sciatique que tu avais, donc voilà, c'est une navigation d'exception, donc peut-être y a-t-il des gens qui veulent poser des questions, soit sur le bateau lui-même, sur des questions techniques ou philosophiques, parce que Pierre-André est prof de philo dans le civil, donc Jean-Yves Chauve, notre président.
Oui, justement, j'ai une question par rapport à ça, puisque finalement, on a tous, tout au moins une partie d'ici, des gens qui sont ici, la longue route de Moitessier. Est-ce que finalement, tu as retrouvé l'esprit de Bernard Moitessier, vivant cette philosophie du Grand Sud? Ah bah oui, moi en fait j'ai voulu faire ce voyage parce que j'ai lu la longue route de Moitessier, comme beaucoup de gens de ma génération, et depuis que je navigue, j'ai voulu naviguer à ma façon, parce qu'on navigue toujours à sa façon, il ne faut pas se prendre pour un autre, mais j'ai quand même une de mes normes, le type de navigation, c'est quand même Moitessier, au sens justement de la quête, à la fois une quête d'être vraiment présent à l'environnement marin de façon sensorielle et très intuitive, et pour se sentir dans un monde. Et aussi sur le plan de la navigation, travailler, aller au maximum dans le sens de la simplicité et de l'autonomie liée à la simplicité. C'est pour ça notamment, c'est aussi parce que je suis pas du tout un technicien, et j'aime pas avoir à bord de mon bateau des systèmes que je maîtrise pas. Et tous les systèmes électriques, électroniques, je ne maîtrise pas, je ne sais pas les réparer, et en plus j'aime pas. Donc je ne voulais pas naviguer comme ça, et je trouve qu'un régulateur d'allure c'est tout simple. Et bien sûr ça barre un petit peu moins bien qu'un pilote électrique dans certaines conditions, mais je préfère aussi parce qu'il est plus en harmonie avec le vent, parce qu'il suit le vent, il s'adapte au vent, etc. Donc oui, j'ai voulu naviguer à la Moitessier. Et après, au début que je naviguais en solitaire, justement, quand j'ai commencé à naviguer en solitaire, j'avais deux grandes idoles comme beaucoup de gens de ma génération, c'est-à-dire Moitessier et Tabarly. Et bien sûr, j'avais envie d'être Moitessier ou d'être Tabarly. Quand on fait l'expérience de la navigation en solitaire, qui est quand même quelque chose de difficile, mentalement je pense, il y a un moment on est un petit peu en face de soi-même. Et je me souviens, la première fois, un jour, je me suis dit, mais non, mais t'es pas Moitessier, t'es pas Tabarly, t'es juste toi, et il faut que tu le fasses à ta façon. Mais en même temps, bien sûr, ça reste pour moi des références dans leur façon de naviguer. Et je pense d'ailleurs, même si Tabarly il faisait de la course, Moitessier à peine, très peu, mais je pense qu'ils avaient au fond quelque chose de très proche dans l'approche du bateau. Déjà dans l'amour de la mer, dans l'amour du bateau, et dans la façon de faire marcher le bateau dans la mer. Alors, je pense que Tabarly le faisait peut-être un peu plus en force que moi j'ai envie de faire, donc je voulais le faire en souplesse. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas oui, ça m'a marqué, Je ne vais pas monopoliser, mais simplement pour rester dans ce domaine, est-ce que finalement ce côté fascinant du Grand Sud, d'abord est-ce que ça change? Est-ce qu'on revient différent de quand on est parti? Et puis deuxième question, est-ce qu'on a envie d'y retourner? Alors, est-ce que ça change? Oui, je pense que ça change. Je pense que ça change. Déjà, je pense que. Je pense qu'on est quand même marqué. C'est un peu la réponse aux deux questions là, mais on est quand même marqué parce que c'est quand même quelque chose de très difficile. Donc on est quand même marqué. Enfin, moi je sais que je suis marqué. Traumatisé, c'est trop fort, mais c'est quand même un truc dur. On a été au bout de quelque chose, on a été au bout de ses forces, au bout de la solitude, c'est pas rien. Et en plus, voilà, je le dis, j'ai déjà dit à des gens, mais on ne peut pas tellement le partager parce que les gens, c'est comme toutes les choses graves dans la vie, on vit intérieurement, on ne peut pas tellement le partager. Et ça, on ne peut pas tellement le partager. En fait. Et donc, quelque part, on reste un petit peu dans une solitude après. Donc ça c'est... Mais d'autre part ça m'a marqué aussi au sens où quand on arrête,
j'ai quand même réussi mon tour du monde. Au départ, je ne savais pas si je réussirais, parce qu'il faut avoir de la chance, etc. Il faut que la mer nous laisse passer, comme disaient d'autres. Il faut faire tout ce qu'il faut, mais après, c'est la mer qui nous laisse passer ou pas, nous laisse pas passer. Et donc, je suis aussi conscient que là, elle m'a laissé passer, que si je refais une autre fois, si je retente une autre fois, peut-être elle ne me laissera pas passer. Et donc ça fait un petit peu peur. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on a... Quand je sais que quand je vais reprendre la mer, je vais la reprendre... je vais devoir tout réapprendre. Alors évidemment un peu plus vite que quelqu'un qui a jamais navigué. Mais je veux dire... alors est-ce que j'aimerais repartir? Oui, je pense, oui. Mais je suis pas encore prêt là. Parce que je pense que dans 2-3 ans, je serai prêt pour le faire. Et je pense que j'aimerais. Parce que c'est aussi parce que j'avais envie d'être dans le sud, d'être dans la grande solitude. Je cherchais la grande solitude. Évidemment, là, j'ai trouvé. Merci à tous ces bravo. Bravo pour votre talent. Tu as eu une très jolie expression qui était, si je me souviens bien, je n'ai pas fait le tour du monde, j'ai fait un tour du monde. Tu peux nous en dire deux mots? C'est un petit peu ce que je disais là, c'est-à-dire que faire le tour du monde, ça veut dire il n'y a plus rien à faire parce qu'on a l'idée d'une espèce de complétude, alors que non, là c'est pas... Bien sûr, il y a une certaine complétude puisqu'on est parti d'un point, on est revenu au point, mais chaque tour du monde est différent et même chaque navigation est différente. Et puis ce qui compte, c'est surtout, je pense, c'est le plaisir d'être en mer, le plaisir de sentir le vent, de sentir le bateau. Et ça, c'est pas parce qu'on a fait le tour du monde que c'est fini. Ça recommence toujours. Enfin, c'est comme le véritable amour, c'est toujours la première fois. Mais ça fait très sentimental de dire, mais c'est ce que je ressens pour le bateau. Et c'est pour ça que là, je suis content de parler de mon tour du monde, d'échanger avec vous sur ça, et ça m'apporte, je suis content de le faire. Mais je sais que les choses sérieuses, c'est quand je vais me retrouver sur le bateau tout seul, et je vais repartir en mer. Et que là, il faudra faire, il ne faudra pas juste... D'autres questions dans le public. Véronique Le Rebourg, la dernière compagne de Bernard Moitessier. Tu disais à ton retour que tu avais préparé ce tour du monde depuis que tu avais 15 ans et que tu t'es été entraîné en solitaire pendant toutes ces années pour faire ce tour du monde, cette longue route, et que une fois que tu l'avais fait, finalement, qu'est-ce qui restait, qu'est-ce que faire après que tu as réalisé ton objectif? Et tu disais, maintenant je ne suis pas vraiment un solitaire, je naviguerai plus en solitaire, je l'avais fait que pour ça. Et où est-ce que ça en est quelques mois plus tard? Je sais pas trop, je pense quand même que... Je pense que naviguer tout seul, c'est... Enfin, il y a une différence entre naviguer tout seul et naviguer seul. Navigateur solitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Tout le monde peut naviguer seul, mais navigateur solitaire, ça veut dire qu'on recherche une certaine forme de solitude et qu'on ne peut pas vivre le bateau autrement que dans une forme de solitude. Et ça, je crois que j'ai quand même ça dans ma tête. Et donc je pense que je serais content de... Je suis toujours content de faire partager le bateau avec des gens, de le partager, mais je crois que j'aurais toujours besoin d'être seul en mer. Ça, oui. Et après, la question que je me pose, c'est est-ce que si je repartais, est-ce que je repartirais pour un long voyage sans escale, ou est-ce que je ferais des escales? Et ça, je ne sais pas, parce que les escales, j'aime bien arriver, mais une fois que je suis arrivé, j'ai envie de partir. J'ai du mal à m'arrêter. 24 heures, c'est un grand max pour moi, pour une escale. Mais découvrir une côte, etc., oui, ça c'est assez formidable. Et
C'est sûr que là, dans la longue route, je suis passé au large des Malouines, au large de la Tasmanie, du sud de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. C'est des endroits que j'aimerais connaître quand même. Donc, si j'ai l'énergie, peut-être je retournerai par là-bas. Mais je ne sais pas encore fixé. Je saurai ça plus cet été quand j'aurai renavigué sérieusement cet été. Pour l'instant, ça reste un peu abstrait. J'espère. Ça m'embêterait de... C'est un ami de Moitessier, Loïc Faugeron, qui était parti avec lui en 68 sur le premier tour du monde, puis qui a eu des problèmes, il n'a pas pu terminer le premier tour du monde. Ensuite, il a fait construire un deuxième bateau très proche de Josua. Il a voulu passer le Cap Horn, il a eu un gros coup de vent, il a dû se dérouter, il s'est repris une troisième fois et finalement il a réussi à passer le Cap Horn. Et une fois qu'il a passé le Cap Horn, il le dit dans une interview, il était un peu dépourvu parce qu'il ne savait plus trop quoi faire de sa vie de marin puisqu'il avait passé le Cap Horn. J'espère que ça ne m'arrivera pas parce que sinon qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Bon, je ne réponds pas très bien à ta question. Mais... Alors, on a bien compris que Pierre-André n'aime pas les honneurs, mais nous, à Sail the World, on s'est dit quand même que cet exploit-là humain, il méritait notre petite récompense. Et que Pierre-André, il a fait son tour en laissant aussi la plus petite empreinte possible sur la planète, sans moteur, sans énergie fossile, sans rien laisser derrière lui. On oublie le spi, tant pis. Et on a demandé à Isabelle Autissier, qui a très gentiment accepté de bien vouloir lui remettre ce petit trophée pour symboliser ce qu'on considère quand même être un exploit remarquable. Merci Isabelle donc de bien vouloir lui remettre ce prix. Juste pour le féliciter à mon tour, d'abord parce que c'est une belle navigation, c'est ça qui nous intéresse au fond, hein, c'est ça qui compte. Qu'apparemment tu t'es fait plaisir, alors moi j'ai pas eu l'occasion de lire le livre, mais j'espère qu'on pourra le lire un jour. Et qu'effectivement je crois que l'idée que le sillage se referme derrière nous et qu'on laisse la mer telle qu'on l'a trouvée, c'est sans doute la plus belle chose que les marins peuvent faire par rapport à cet océan qu'on aime. Donc pour toutes ces raisons, je suis absolument ravie de te remettre le prix de la Grande Croisière 2019. Merci beaucoup. Et voilà. Voilà, merci à vous. Merci un autre petit mot, Isabelle, Monsieur le Président.